Aujourd'hui, l'offre de Subaru dans le segment des VUS compacts, le Forester 2025. Samuel, j'ai toujours dit que le département de design chez Subaru, c'était une boîte de suggestions à la sortie de la cafétéria. Mais là, je pense que même le fond de la boîte de suggestions est percé parce que, sérieusement, c'est d'une laideur incommensurable. Tu passes ça assez fort. Ah ben non, mais là, à un moment donné, on va se dire les vraies affaires. Là. Bien, je pense que le constructeur a essayé de mettre beaucoup d'éléments pour améliorer le style, dynamiser un peu l'apparence du Forester, mais c'est beaucoup d'éléments qui ne s'agencent pas très bien ensemble. Commençons par les phares qui sont très proches de ce qu'on retrouvait en 2011 du côté du Ford Explorer. L'espèce de petite vague en cascade. Là, oui, sur qu'on le côté. voit sur le côté. Et ben, ces phares-là ont quelque chose de particulier, c'est qu'on a mis l'accent sur la portion supérieure qui comprend les feux de jour et on tente de camoufler l'élément éclairant principal qui est un peu plus bas en mettant une applique de plastique qui se fond dans la calandre. C'est assez complexe comme design. Puis c'est pas harmonieux parce qu'il y a une rupture ici. Ouais. L'angle n'est pas le même. Si au moins on avait eu une prolongation de l'angle, ça aurait peut-être pu marcher. Il y a mais... d'autres constructeurs qui maîtrisent ce stratagème-là pour camoufler le phare. Je pense entre autres au Hyundai Tucson. Ben oui, où le phare est vraiment déstructuré et décollé. Là, c'est peut-être moins réussi, mais il faut quand même souligner que toutes les versions du Forester, même la version la moins équipée, va être munie de phares directionnels Odell avec phare de route automatique. Donc, on aime ça. Ouais, il y a une composante de sécurité qui est mise à l'avant-plan avec ces éléments éclairants-là. On peut leur pardonner leur laideur pour leur efficacité. Parlons de la grille de calandre qui est plus grosse qu'auparavant. Oui. Elle va changer de style en fonction de la version. Version, par exemple, premier, tout équipé va avoir une bande de couleur contrastante au centre. Même chose pour la version Limited. Dans le bas du pare-choc, on a des espèces de gros blocs qui sont de couleur bronze sur le véhicule à l'essai parce que c'est la version sport. À quoi ça sert? Ça ajoute du style, ça ajoute de la texture à l'avant. Ça a l'air un peu déconnecté, un peu déphasé. Si le cadrage avait été autour d'une prise d'air, des projecteurs, là, c'est autour de rien. Hein? Honnêtement, la partie avant, l'espèce d'intégration du support de plaque pré-intégré, je trouve ça affreux et regarde la finition. Sérieusement, c'est beaucoup trop mou à l'avant. Puis on a voulu mettre de la couleur. Je sais qu'auparavant, on avait la version sport qui mettait des accents orange sur la carrosserie. Oui. Là, c'est bronze partout. On en a aux roues, on en a dans le bas de la carrosserie, on en a à l'arrière du véhicule. Moi, personnellement, je trouve que c'est de meilleur goût que sur la version précédente avec les accents orangés. Autre élément, évidemment, qui est propre au véhicule Subaru, c'est le porte-à-faux qui est très, très important à l'avant. On sait, c'est inhérent à la configuration mécanique du véhicule qui demande à ce que les roues avant soient très près de la portière, mais ça déséquilibre un peu les proportions. Mon dédain est le même à l'arrière qu'à l'avant. J'ai pas le choix de me rendre à ce constat-là. La constance, c'est quand même bon. Hein? On voit que tu l'as de ce côté-là. C'est ça. Moi, de mon point de vue, ici, je vois un toit flottant. On a mis une espèce de barre qui comprend l'indication Symmetrical All-Wheel Drive ici, qui vient détacher le toit comme à l'avant. Très bien intégré. Vraiment mal intégré. Mais quand je vais dans le bas, bien, je remarque des tours d'ailes qui sont vraiment prononcées et très, très variables aussi dans leur forme. As-tu remarqué la découpe de la porte qui suit l'aile avant? Ça, c'est assez spécial. Oui, c'est assez particulier. Et en plus, on a une espèce de sortie d'air aussi dans le tour d'aile. Oui, ça nous rappelle un peu la WRX. Je ne sais pas si c'est vraiment le clin d'œil qu'on veut faire à cette voiture-là, mais il reste que c'est un peu trop. Et si je me concentre sur les roues, 19 pouces, on en a parlé un peu tantôt, mais il faut mentionner que le constructeur nous dit qu'on ne peut pas installer de pneus d'hiver sur ces roues-là. À cause de l'épaulement supérieur d'un pneu d'hiver, il y a un risque de frottement dans les puits de roues à l'avant. Donc, quand même assez contradictoire comme indication pour un véhicule qui se veut grand public. Je m'excuse, mais c'est pas contradictoire, c'est carrément stupide. Les gens qui achètent ce véhicule-là, c'est parce qu'ils veulent avoir le rouage intégral. Pourquoi? Pas pour l'été, pour l'hiver. Oui, fait que là, il va falloir qu'ils sacrifient le style de... Ben, quoi que sacrifier, rendu là, c'est pas un gros problème, mais il reste que c'est complètement aberrant comme décision. Ça va prendre un deuxième ensemble de roues de 18 pouces qui vont être mieux adaptés à ce véhicule-là. Bravo. Ouais. À l'arrière, on a une inspiration qui est probablement une des pires de l'histoire automobile, celle du Outlander 2014 au niveau de la configuration du feu.
Oui, c'est très, très similaire avec des feux qui sont vraiment quasiment copiés sur le Outlander 2014, qui était, tu l'as bien dit, pas un modèle de style, disons. Vraiment pas. Et on a bien sûr des feux qui sont Adèle, mince consolation. Et quand on va dans le bas, on a un empiècement de plastique qui est quand même assez volumineux, avec, encore une fois, des accents en bronze pour rappeler le modèle sport, avec le pot d'échappement qui est beaucoup trop rentré à l'intérieur du véhicule. Ça serait beaucoup plus beau s'il venait quasiment à la jonction du pare-choc à l'arrière. Bien, oui, entre autres, mais encore sérieusement, je peux pas concevoir, je ne peux pas concevoir. Bon, on va peut-être se réfugier maintenant au niveau de la qualité de la peinture et de l'assemblage. On a vu que le pare-choc à l'avant est un peu mollasse. Bien, il reste que l'assemblage, c'est à l'image de ce que tu as montré à l'avant, c'est limite partout. On sent un peu de relâchement à gauche, à droite. Vraiment, on est allé au minimum chez Subaru de ce côté-là. Même chose pour la qualité de la peinture, elle est vraiment mince. Les proportions un peu inusitées à l'extérieur du véhicule sont vraiment un avantage quand vient le temps de monter à bord parce que la porte est très haute, le toit aussi dégage bien l'accès et le seuil également est très étroit, donc c'est très facile de monter à bord du véhicule. Sièges qui sont quand même de bonne qualité parce qu'on a un support pour les jambes qui est correct, quoique un peu mou, mais pour le dos, c'est vraiment très bon. Dans la version sport, ils sont recouverts d'un matériau toute saison. C'est comme ça que le constructeur appelle. Honnêtement, c'est un peu bon marché. On sent vraiment l'origine très plastique de ce matériau-là. C'est plus ou moins convaincant. Dans d'autres versions, vous allez avoir du cuir de meilleure qualité, par exemple pour les versions les plus équipées, ou encore du tissu pour les versions qui vont être moins équipées. Bonne nouvelle toutefois, ils sont chauffants pour toutes les versions et ils vont être climatisés pour la version la plus équipée. Pour les versions tourisme et plus équipées, comme la version sport, on a un siège électrique côté conducteur, manuel côté passager, mais évidemment, avec les options et les niveaux d'équipement, vous allez avoir un peu plus d'équipement de ce côté-là. La visibilité, c'est carrément une force du véhicule parce qu'encore une fois, le pavillon de toit très haut aide de ce côté-là. On a une surface vitrée qui est très grande, les piliers qui sont minces, rétroviseurs sur l'épaule de la portière, tableau de bord qui est bas et même vers l'arrière, les piliers sont minces, donc permet d'avoir une excellente visibilité à 360 degrés. Volant maintenant assez complexe comme configuration. On a du côté gauche les commandes pour le système multimédia, côté droit, régulateur de vitesse, un peu plus bas, mode de conduite, on a les palettes de changement de vitesse, commande pour le volant chauffant, donc très chargé comme présentation. Il est en plus incliné vers la portière. Il n'est donc pas parfaitement aligné avec la position de conduite, ce qui est quand même assez déroutant et qui donne vraiment une impression très particulière quand on est derrière le volant. Il est quand même bien positionné et il y a des réglages quand même amples qui permettent de trouver une bonne position de conduite. Mince consolation de ce côté-là, je vous dirais. Instrumentation, là, on est classique de chez classique. 2 cadrans analogiques, petit écran de 4,2 pouces au centre. Oui, c'est facile à lire, mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus novateur, de plus spectaculaire aussi? Je sais que le constructeur dit oui, la clientèle veut pas ça, mais on est peut-être rendu ailleurs, là, parce que la concurrence, elle, est rendue carrément ailleurs. Au centre maintenant, vous avez un écran de 11,6 pouces qu'on connaît chez Subaru depuis 2020, qui est arrivé dans la Outback. C'est pour les versions tourisme et plus équipées parce que la version de base va avoir un écran de 7 pouces positionné en haut. Honnêtement, c'est assez clair comme lisibilité. La qualité graphique est moyenne. C'est quand même peu évolué comme système, mais ça demeure facile d'utilisation. Vous avez dans le haut des pages qu'on peut faire glisser, par exemple, pour avoir différentes données sur le moteur ou encore les différents modes de conduite. Au centre, le système multimédia ou navigation. Et dans le bas, vous allez retrouver des commandes de climatisation qui sont faciles à manipuler. Vous avez même des commandes redondantes de part et d'autre pour régler la température ou encore les fonctions de dégivrage. L'ergonomie est bonne, ça, c'est quand même un point positif. Et dans le sommet de cet écran, vous avez camouflé derrière cette applique de plastique une espèce de scanner qui va vraiment s'assurer que vous soyez toujours concentré sur la route. Honnêtement, c'est un peu intempestif comme système. Vous n'avez pas besoin de détourner les yeux de la route très longtemps pour que le système vous avertisse. Quand même une fonctionnalité qui vise la sécurité, mais qui est un peu dérangeante dans son fonctionnement.
À la console, maintenant, on a prise USB-C, USB régulière et prise auxiliaire, une composante qu'on trouve de plus en plus rarement dans les véhicules modernes. On a pour cette version de milieu de gamme quand même un chargeur par induction, donc bon niveau d'équipement. Un peu plus vers l'arrière, levier de transmission qui prend, lui, beaucoup d'espace. On gagnerait à le déplacer du côté gauche de la console pour créer un espace de rangement du côté droit. Vers l'arrière, 2 porte-gobelets, commande pour le frein de stationnement, petit espace de rangement ici, donc quand même très conservateur comme configuration de la console. L'accoudoir est à la bonne hauteur, permet d'avoir un bon confort et vous avez des espaces de rangement quand même assez généreux dans les portières, coffre à gants également. On a ici une chaîne audio Harman Kardon 11 haut-parleurs avec caisson d'extrême grave, quand même une caractéristique inusitée pour une version de milieu de gamme. Présentation globale, moi, je trouve que c'est entièrement réussi, contrairement à l'extérieur. On a joué avec les différents matériaux, les textures. Regardez ce qu'on a mis devant le passager. On a des surpiqûres, des accents de couleur bronze qui sont exclusifs à cette version sport, mais qui vont être modifiés en fonction des autres variantes disponibles. La qualité de construction, c'est quand même pas si mal. Mais quand on se met à toucher, il y a plusieurs pièces qui tiennent un brin sur rien. Le Forester a toujours eu la réputation d'être un véhicule ultra fonctionnel et on a encore une preuve avec cette génération-là. L'ouverture de la portière est carrément gigantesque et regardez la fenestration, c'est pratiquement un rectangle. Très, très bonne visibilité vers l'extérieur. Donc, sur ce point-là, ça fonctionne bien. Le passage pour les pieds aussi, c'est dégagé. Donc, A1 pour l'accès à l'arrière. La banquette, une fois ici, vous allez réaliser que c'est pas super supportant, je vous dirais, au niveau du dos et du fessier. Il y a une caractéristique aussi qui est plutôt étrange. On se plaint souvent que les accoudoirs sont trop bas, mais dans le cas présent, c'est trop haut. Je mesure quand même 6 pieds 2, vous le savez. Donc, j'imagine des enfants vont avoir les petits bras un peu trop hauts. Donc, ils n'auront peut-être pas leur confort à l'arrière ici. Mais il y a un aspect qui est intéressant. À partir d'une petite languette à l'apparence plutôt disgracieuse, vous pouvez quand même jouer avec l'inclinaison du dossier. Donc ça, c'est une caractéristique qui est appréciable. Les dégagements, c'est très, très ample pour à peu près toutes les mesures du corps. Bon, à ma grandeur, j'ai encore une fois la tête un peu au plafond, mais des enfants, encore une fois, n'y verront que du feu. Parlant du plafond, on a un toit ouvrant qui est d'une dimension correcte. On aurait aimé, du moins pour les versions peut-être plus équipées, un toit ouvrant un peu plus grand qui aurait augmenté la luminosité à bord. En matière de commodité, maintenant, on n'est pas très, très équipé à l'arrière de la version que nous avons à l'essai. Pour avoir droit au siège chauffant, vous devez aller du côté de Limited et plus équipé encore. Mais on a quand même buse d'aération, prise USB et USB-C. Petite astuce aussi qui est intéressante, on a 3 vides-poches à l'arrière, dont un qui est clairement dédié à l'intégration des téléphones cellulaires. Donc ça, c'est un aspect qui est bien pensé. Au niveau du volume de coffre à l'arrière, haillons à ouverture électrique assez rapide. On est de base à 779 litres. Et lorsque l'on rabat le dossier, on passe à 1957 litres, ce qui est à peu près dans la moyenne du segment. Samuel, on est avec le Subaru Forester sur la piste et on sait que c'est un véhicule qui a une vocation familiale. Donc, absolument. Les adultes, les enfants, les bagages, le forfait au complet. Et on sait aussi que c'est un véhicule qui ne mise pas nécessairement sur la performance. T'es-tu en train de me dire que c'est pas un XT, là? Ce n'est pas un XT et Subaru a quand même apporté quelques modifications au moteur, à la transmission et on va voir si ça change la donne en matière de performance. Pour 2025, le constructeur a apporté quand même plusieurs modifications techniques au véhicule. Et là, on va tester à travers les modes de conduite son rendement. Effectivement, parce que la version Sport est l'une des seules à avoir le mode Sport Sharp. Qu'on traduit librement par Sport Coupant. Sport Coupant, qui devrait permettre d'améliorer un peu plus la performance que le simple mode Sport qu'on a sur d'autres versions. Ça va interférer, entre autres, sur la programmation de la transmission. Et même Subaru nous dit que pour 2025, on a modifié ou retravailler 80 des composants de la transmission. J'ai hâte de voir ça parce que les CVT Subaru ont rarement été excitantes. Exactement. Donc, on met le pied au plancher et on voit ce que ça donne. Excellent initialement. Ça prend du temps avant que le moteur atteigne son plein régime.
Et là, on est censé en plus avoir des rapports simulés. On les a dans d'autres circonstances, mais le pied au plancher, c'est puissance maximale, puis on attend. 6000 tours, puis à fond mon Léon. Et honnêtement, ça a l'air très long, beaucoup plus long que les 9 secondes. On tournait des pages de calendrier. Exactement. On a malgré tout un temps de 9 secondes. Ça a l'air beaucoup plus long que ça. Ouais. Et la sensation est vraiment pas naturelle. Très aseptisé, en fait. C'est plutôt ordinaire. Peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de vibration. C'est très doux, mais c'est loin d'être excitant. Effectivement. Freinage maintenant, 100 km/h 0. Et ça plonge. C'est très mou comme suspension. On a un plongeon vers l'avant qui est très prononcé. On rappelle quand même la garde au sol du véhicule. Oui, qui est haute, plus de 8 pouces, parce que 8,7 pouces. Exactement. Et malgré le fait qu'on a une mécanique qui vise à abaisser le centre de gravité, c'est souvent une caractéristique forte des moteurs à plat, entre autres. Mais... Là, on sent le transfert de poids qui est très important vers l'avant. En plus, le moteur est en avant de l'essieu, donc tout ça est vraiment propulse le poids vers l'avant. Absolument. Donc, on a des mouvements de tête qui sont prononcés. Toutefois, la trajectoire demeure bonne. Oui. Je me suis senti en contrôle du véhicule, pas de louvoiement, bonne sensation dans la pédale. Je sens l'ABS travailler. Et sais-tu quoi? La visibilité très bonne tout autour contribue au sentiment de sécurité qu'on a à bord du véhicule. On voit un peu plus le sol quand on plonge. Ouais, façon de voir ça. Ce qui me déçoit, c'est la distance, par contre. Ouais. On est à 39,7 mètres. C'est extrêmement limite. Vraiment. Samuel, le Forester 2025 vient avec une particularité. Il a ses propres amortisseurs, des Stablex. Pour la version sport uniquement, on nous dit que ça va améliorer le confort, mais aussi la tenue de route. Et c'est là qu'on va évaluer ça. Absolument. On le fait toujours autour de 50 km/h. Oui. Mouvement de caisse très prononcé, là, quand même. Et que c'est mot des... Et monsieur! Hey, je l'ai poussé un peu plus fort, mais il n'a pas aimé ça du tout. Tu viens de te faire mort? Oui. Mais c'est quand même drôle parce que je garde un bon contrôle avec la direction qui est précise, qui est rapide quand même, les pneus qui accrochent assez bien. Ouais. Mais c'est vraiment les suspensions molles qui viennent pénaliser, qui donnent quasiment mal au cœur. Ben, en fait, c'est souple, mais pas positivement souple. C'est ça, ouais. C'est très... à chaque virage. J'aurais peut-être pas fait ce son-là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mon déjeuner, là, il faisait ça. Mais il reste que, malgré tout, le véhicule est facile à conduire, facile à apprivoiser. Ouais. Je me sens en contrôle, mais ce que j'ai pas aimé, c'est quand j'ai dépassé la limite. Tu as vu, à un moment donné, j'ai fait exprès. Le système de stabilité est entré en fonction, mais quasiment trop. Il a voulu me barrer ça. Donc, une suspension plutôt molle, mais qui a quand même l'avantage de ne pas trop pénaliser le comportement routier. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est tantôt sur la route. Là, ça risque d'être payant. Subaru est un constructeur qui mise depuis longtemps sur l'aspect sécuritaire de ses véhicules et ça passe aussi par un bon comportement à l'épreuve d'évitement d'obstacles. C'est ce qu'on va tester avec le Forester. 90 km/h avec tous les systèmes de sécurité activés. La portion qui peut m'inquiéter avec le Subaru Forester, évidemment, ce sont les pneus qui sont de qualité moyenne et le fait que sa garde au sol est très haute. Dans un exercice comme l'évitement d'obstacles, ce sont deux éléments qui peuvent nuire au comportement. Et monsieur. C'est long, mais il n'y a rien frappé. J'ai eu une bonne force de freinage initiale, mais immédiatement, j'ai senti le véhicule relâcher la force de freinage. C'est sans doute ce qui a permis au Forester d'éviter adéquatement l'obstacle, mais je vous dirais que ça m'a vraiment pas donné une sensation de sécurité. J'ai vraiment eu l'impression que le véhicule perdait de sa force de freinage et j'ai vraiment pas trouvé ça très rassurant. Néanmoins, le comportement routier s'est avéré bon. J'ai eu un bon contrôle du véhicule avec la direction, mais c'est vraiment la calibration du système de freinage qui est à revoir. Mais bonne nouvelle, on a quand même évité l'obstacle, donc c'est réussi. Samuel, je voudrais te rappeler que le but de l'exercice est aussi de freiner. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mon cher. J'avais le pied tant que je pouvais sur la pédale de frein, mais ça n'a pas été assez. Non.
Vraiment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti une bonne force de freinage au départ. Les pneus criés, d'ailleurs. Oui, mais quand on braque, on le sait, il y a un transfert de poids très important sur la roue avant gauche. Tes fameuses suspensions, amortisseurs magiques... Ça n'a vraiment pas été d'un grand secours dans une épreuve comme celle-là parce que le véhicule, se sentant déstabilisé, a retiré toute force de freinage. La pédale m'a repoussé le pied et je n'avais plus aucun contrôle sur la force de freinage. La bonne nouvelle, c'est que j'avais un bon contrôle de direction. Ouais. J'étais capable de pointer le véhicule où je voulais qu'il se rende. Mais as-tu vu la distance? C'est carrément trop long. C'est inacceptable. Mais au moins, l'obstacle est évité. Ouais. Ça sauve peut-être un peu la mise. Du côté de chez Subaru, le système EyeSight utilise depuis toujours un système de caméra placé au sommet du pare-brise. Donc, on a toujours 2 caméras latérales. Et maintenant, depuis quelques années, on a une caméra centrale à grand angle qui devrait améliorer le fonctionnement du système de freinage automatique d'urgence. Les paramètres de fonctionnement pour la détection des véhicules, on est de 1 à 160 km/h. Mais pour les piétons, les cyclistes et les motocyclettes, c'est de 1 à 100 km/h. Nous, on le fait à 60. Détection hâtive. C'est extrêmement sécuritaire comme système dans le sens où l'avertissement est très hâtif. C'est facilement audible. Ça clignote également dans l'instrumentation. Voyant que je ne faisais rien, petit coup de freinage, on ralentit progressivement. Et voyant que je ne faisais encore rien, freinage appuyé à une bonne distance de l'obstacle. Et on a même des indications dans l'instrumentation pour nous rappeler de mettre le pied sur la pédale de frein après que la manœuvre soit effectuée. Donc, quand même facile à comprendre comme système et tout à fait efficace. Maintenant, on s'en va sur la route tester justement les capacités routières du Forester. Samuel, on est dans un aquarium, encore une fois, dans cette génération du Forester. Oui, c'est quand même un avantage du véhicule d'avoir une très grande surface vitrée et pas juste à l'avant. À l'arrière aussi, les piliers sont minces, la fenestration est haute. Même une coche en bas pour exacerber cette fenestration. Exactement. Ça permet d'avoir, et je pèse mes mots, une excellente visibilité tout autour. On est quasiment assis sur le balcon. À peu près. Vraiment, c'est vraiment une carte de visite du véhicule. Bon, moi, je regarde ça, je vois du conservatisme à outrance. En fait, on est original sur à peu près un pied carré en avant de moi. Ouais. Tous les restes, c'est du copier-coller d'autres modèles dans la gamme. Personnellement, je trouve ça un peu ordinaire. L'instrumentation, écoute, on n'en parlera pas trop longtemps. Même chose pour l'écran au centre. C'est extrêmement conservateur. Et moi, ce que j'aime moins, c'est que, bon, OK, la dimension de l'écran, c'est correct. Qualité graphique, on pourrait l'améliorer un peu. Oui. Mais à l'utilisation quotidienne, on s'en est servi beaucoup là, du Forester là, dans les derniers jours. Et c'est lent. Le système est lent. On tapoche 1, 2, puis 3, puis 4 fois avant que le système réagisse. Honnêtement, ça devient frustrant parce qu'on est de plus en plus habitué, par exemple, avec nos téléphones intelligents qui réagissent au doigt et à l'œil. Et là, on n'a pas ça dans l'écran central du Subaru. Tout est là, honnêtement, dans le sens où on a Apple CarPlay sans fil, Android Auto sans fil, mais il manque de rapidité. C'est ça, ils ont mis un ordinateur alimenté par un hamster asthmatique. C'est ça que ça donne. C'est à peu près ça. Mais par contre, d'un point de vue d'ergonomie, par exemple, tout est là. Oui. Beaucoup de rangement, la base là, pour un recharge cellulaire. Sérieux, ça marche. Là. On voit vraiment que c'est un véhicule familial. Fonctionnel. C'est ça. Puis cette version sport-là est assez bien garnie. Là, tu parlais de chargeur par induction, garde climatisation en 2 zones, le grand toit ouvrant, bon système de son. Le toit ouvrant, il faut que tu te casses l'épaule, tu te déboîtes l'épaule pour ouvrir au complet. C'est un autre paire de manches. Puis le fait que la vitre ne soit pas teintée aussi, ça apporte beaucoup de chaleur dans l'habitacle. C'est un irritant pour l'œil aussi. Le soleil, dans l'angle mort. Oui, absolument. Donc, ça peut être une bonne idée de faire teinter ce toit ouvrant-là si c'est un élément qui vous agace. Bon, là, mécaniquement, sur la route, moi, depuis qu'on est parti, j'ai rien senti. Sérieusement, il se passe... Il se passe rien. Aucune sensation, ni positive, ni négative. Je sens rien. La motorisation n'est pas très rapide. Je pense qu'on l'a bien démontré sur la piste. C'est pas vibreux non plus. On l'entend un peu quand il travaille, mais à part de ça, c'est une mécanique vraiment sans histoire. Transmission, ça, c'est un peu plus tannant parce que des fois, elle simule des rapports, des fois, elle les simule pas. Des fois, comportement un peu hasardeux qui donne un peu des coups. Transmission bipolaire. Bipolaire, et c'est vraiment un peu tannant, mais le côté positif,
du reste du véhicule, c'est que la suspension à grand débattement absorbe les trous. Mon ami, c'est d'une très grande douceur. Vraiment. Véhicule facile à apprivoiser, on se sent rapidement bien à bord, puis même au volant, la direction répond bien, on sent que le véhicule est solide sur la route, et ça, c'est une caractéristique qui est importante quand on est à bord d'un véhicule comme ça. Mais la carte maîtresse du côté de chez Subaru, évidemment, puis probablement que le 3/4, sinon plus que ça, achète un produit Subaru en faisant une abnégation totale du design et du conservatisme pour son rouage. Bien, le rouage intégral, c'est une force du véhicule. Quand même, on le dit et redit, et c'est très efficace en conditions hivernales, mais aussi en conditions plus difficiles si les gens veulent s'aventurer un peu plus en hors-route, dans des situations vraiment plus complexes, là, en matière de surface, par exemple, ou même de la boue, etc. Il y a le X-Mode qu'on peut utiliser qui vient améliorer le rendement du rouage. Donc, vraiment, la garde au sol, il faut en reparler. On est à 8,7 pouces. Ça surpasse à peu près tous les autres véhicules dans la catégorie. Donc, vraiment, on mise sur des éléments qui sont propres au Forester et cette nouvelle génération ne change rien à cette approche-là. Par contre, le fait d'un rouage à prise constante peut entraîner une forte consommation, en tout cas, augmenter la consommation de carburant. Dans l'ancienne génération, Subaru contrôlait quand même assez bien cet aspect-là. Est-ce que c'est reconduit? Même chose. Écoute, on a un moteur 4 cylindres, transmission CVT, ça change très peu par rapport à l'ancienne génération. On a le système d'arrêt-démarrage aussi qui va arrêter le moteur en ville. Ça, c'est pas chic, par exemple. Ça brasse beaucoup quand le moteur redémarre, mais il reste que la consommation de carburant est raisonnable, 7,8 litres au 100 dans nos tests, ce qui fait que ça demeure quand même, ça aussi, un élément rationnel du Forester. Alors, Samuel, résume-moi quels sont les points positifs et négatifs de cette nouvelle génération. On commence évidemment avec la faible consommation d'essence, quand même une force du produit qui était présente dans l'ancienne génération et qui est préservée pour la nouvelle génération. Un habitacle qui est fonctionnel et bien sûr un bon équilibre général, ça demeure une force du produit. Et du côté des points négatifs maintenant, un moteur qui est faible, une qualité d'assemblage qui mériterait d'être resserrée et bien sûr aucune innovation dans le véhicule en tant que tel. J'attends vraiment la version hybride qui va arriver bientôt. Je suis totalement d'accord avec toi. Et la lumière qu'on est carrément dans la continuité, est-ce qu'on recommande le nouveau Forester? Absolument. C'est un véhicule qu'on continue de recommander. Bien sûr, les qualités sont préservées à un prix qui est quand même assez attrayant pour les consommateurs.